à toutes et à tous. Il est l'heure de s'évader et de découvrir une artiste, celle qui se fait appeler la slameuse du Sahel, Nourat. Mais avant, savez-vous que vous avez la possibilité d'être connecté sur Facebook sans être vu de vos amis? Comment y arriver? Mystec s'y penche ce midi. Bienvenue à tous. De nos jours, nous le savons, presque tout le monde se retrouve sur Facebook. Certains ne veulent plutôt pas être vus tout en travaillant, tout en étant connectés. Rebecca, avec nous ce midi, nous donne des astuces. Comment y arriver, comment être connecté sur Facebook sans être vu, sans être connecté en quelque sorte. Adonis, oui, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Rebecca. Bonjour. Rebecca, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Adonis, chers téléspectateurs, bonjour. Elle a bien fêté, elle nous revient en pleine forme. Oui. Elle a utilisé un peu trop sa voix, et ça se sent. Généralement, ça sort un peu plus fort davantage. C'est normal, je suis dans la chorale. Elle a loué Dieu. Et hier, c'était quand même lundi de Pentecôte, donc le dimanche, c'était... Le dimanche, tu étais le lundi de Pentecôte, il y a 3 jours. Voilà. Oui, mais attends. Tu as glorifié le Seigneur. J'ai glorifié le Seigneur, donc c'est normal. Ne vous inquiétez pas, mais bon, d'ici quelques jours, ça ira. Ça reviendra. Et il te le rend si bien, tu shines, comme on le dit. Merci, Adonis, la pleine forme? Ça va, on est debout pour la lutte quotidienne. Bon, lui, on sait généralement qu'il ne fête jamais, donc on ne lui demande pas comment a été sa Pentecôte. Et bien, quand on y va directement, on va découvrir les astuces pour tout être invisible Mylène. sur Facebook. Alors oui, être invisible sur Facebook aujourd'hui, c'est bien possible. Je vais vous donner 2 ou 3 astuces. Alors sachez que quand vous installez l'application Facebook sur votre ordinateur ou votre smartphone, Facebook vous affiche par défaut en ligne dès que vous vous connectez à votre compte, ce qui permet à vos amis de vous voir directement et ainsi discuter avec vous en direct. Il est toutefois possible de modifier les paramètres du réseau social afin de désactiver la discussion instantanée. Pour cela, il vous faudra tout d'abord accéder à votre profil Facebook en entrant vos identifiants dans le champ de saisie de la page d'accueil. Vous avez alors l'option désactiver la discussion instantanée pour tous vos amis. Une fois vos identifiants validés, vous serez en mesure de modifier les paramètres de la discussion instantanée de votre compte Facebook. Sur l'angle inférieur droit de votre écran, vous verrez le menu correspondant à cette rubrique. Cette dernière est facilement reconnaissable grâce à la liste de vos amis connectés au même moment que vous sur le réseau social. Alors, juste en dessous de la liste, vous verrez une roue dentée, donc paramètres. Vous verrez alors l'option chat caché. Autre astuce, vous avez aussi l'option d'être invisible seulement pour vos amis. Donc, définissez la catégorie d'amis, c'est-à-dire vous voulez être visible uniquement par vos amis proches. Vos amis proches. Donc, vous avez la possibilité de restreindre. Alors, il vous suffira alors de cliquer sur cette icône pour faire apparaître tous les choix qui s'offrent à vous. Sélectionnez, désactivez la discussion instantanée et le tour sera joué. Dans les paramètres avancés, vous serez également en mesure d'éditer une liste sélective des seuls amis qui pourront vous voir entrer les noms des personnes indésirables dans le champ qui s'ouvre, puis enregistrer les nouveaux paramètres. L'option apparaître en ligne pour vous permettra également de vous rendre invisible pour une personne précise. Troisième astuce, elle concerne les demandes d'ajout sur Facebook. Parfois, on a des demandes d'ajout, on ne connaît pas la personne, on ne connaît la personne ni d'Adam ni d'Ève, mais des personnes du genre qui vous envoient des invitations. Que faire alors? Certains utilisateurs de Facebook n'aiment pas recevoir des demandes d'amis qui sortent de nulle part ou des messages embarrassants de la part d'amis oubliés depuis longtemps. Voici comment rester caché au sein de la plateforme. Vous pouvez faire en sorte que les inconnus ne puissent pas vous demander de devenir leur ami en choisissant dans le menu
qui peut vous envoyer des invitations à devenir amis. Vous pouvez également filtrer les personnes qui peuvent vous envoyer des messages Facebook. Il vous suffit de sélectionner filtrage strict pour empêcher des inconnus d'entrer en contact avec vous. Vous pouvez aussi faire en sorte que les gens qui ont votre email ou votre numéro de téléphone ne vous retrouvent pas par ce biais. Pour faire obstacle aux gens qui tapent votre nom dans Google et accèdent directement à votre profil Facebook. Vous savez, c'est déjà arrivé quand vous tapez le nom, par exemple, de Mylène Fanou. Tu retrouves tous les comptes de Mylène. Tout ce que j'ai eu à faire, ça laisse toujours des traces. Exactement. Donc, vous avez la possibilité aussi d'aller dans Paramètres et de désactiver. Voilà. Moi, je pense que pour rester caché, il ne faut simplement pas s'inscrire sur Facebook. Parce que je me rappelle, moi, mon premier compte Facebook, c'était pour retrouver des amis que j'avais perdus de vue. On sait qu'il y a presque tout le monde sur Facebook actuellement. C'est ouvert à tous. À tous. Non, mais est-ce qu'il faut... Adonis? Bon, vous savez, Facebook est un réseau social aujourd'hui tellement dense que vous ne pouvez pas... Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en passent. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas sur Facebook. Exemple, Mylène. J'y suis, mais je me connecte très rarement. Mais je ne me connecte pas. C'est comme si je n'étais pas présente. Oui, mais non. tu as quand même oui, tu as l'application, bien sûr. C'est ce que je dis. C'est tellement, Facebook est devenu tellement vaste. Je ne vais pas dire indispensable parce qu'on peut quand même s'en passer. Mais c'est toujours bien d'être sur Facebook et de rencontrer de nouvelles personnes, de renouer contact avec d'anciens collègues, d'anciens camarades de classe et tout. Pour rester invisible, si vous ne voulez pas être visible, c'est bien. Vous suivez toutes ces étapes que je viens d'énumérer et vous allez rester entre griffes incognito. Encore que là, c'est juste le minimum syndicat, quoi. Ouais, donc, Et à quoi ça sert de vous inscrire si vous voulez rester invisible? Non, vous pouvez, c'est comme WhatsApp, j'ai parlé de WhatsApp la dernière fois. Aujourd'hui, quand vous allez dans une structure et que vous échangez par exemple avec quelqu'un que vous voulez recontacter plus tard, la personne vous dit tout simplement, mais vous avez un numéro WhatsApp, c'est ce qu'on vous dit, parce que c'est devenu important aujourd'hui. C'est devenu important. Donc, on peut toutefois être sur ces réseaux sociaux-là sans pour autant apparaître chez tout le monde à la fois. Mais aussi avec Facebook, quand tu es connecté, même quand tu n'es pas en ligne, parfois ça met en ligne. Il suffit que tu sois... Que ce soit ouvert sur ton téléphone. Exactement. Mais la vie a un choix. Soit vous allez dessus et vous prenez tout, ou soit vous n'y allez du tout pas. Parce que je trouve pas trop pertinent de se reconnecter, de rester souvent incognito et autres. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est comme on dit, on doit tous mourir un jour, mais si on te donnait la possibilité de choisir la manière dont tu vas mourir, tu vas faire quoi? Ce ne sont pas des choses comparables. C'est pas des choses comparables, mais c'est pour te dire que quand tu as la possibilité de faire un choix, quand tu as la possibilité de restreindre certaines choses, mais il faut le faire. Quand on te donne cette possibilité, il faut le faire. Maintenant, si tu ne veux pas... être discret comme Rebecca, pour toi, la vie a l'air très simple. Non, mais la vie est très simple. Tu veux si, donne-toi les moyens. Tu ne veux pas, reste loin. C'est tout. En tout cas, on a noté ces techniques. On va les appliquer. Merci à toi. Les appliquer, mais bon, toi, tu les appliques déjà de toutes les manières. Je ne suis pas connectée, donc c'est déjà bon pour moi. Adonis, on parle des plaques de moto ce midi. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur les plaques? On sait déjà qu'il faut qu'on ait une plaque quand on a une moto, que c'est important. Quoi d'autre? La procédure, tu la donnes? C'est bien ça. La procédure, je vous dis, qu'en est-il actuellement? On y va dans la minute du consommateur. Adonis? Eh bien, vous devez savoir, la mise en circulation des véhicules est subordonnée à son immatriculation à l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT. Les engins à 2 et 3 roues n'en font pas exception. Depuis 2014, des demandes des usagers ont été traitées, mais ces derniers ne se sont pas déplacés pour récupérer ces plaques. En témoigne le constat fait au magasin de l'Agence nationale des transports terrestres avec Armand Bédel Ating, le chef d'Agence nationale des transports terrestres. Cette plaque a été demandée par l'usager depuis le 1er octobre 2014. Vous voyez? Et son numéro, c'est le 2C 2273. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes à 2CV
Donc on a fini C, D, E, F, G. On a fini même la première lettre. On est allé à la deuxième. On est à CV. Donc vous voyez, depuis 7 ans. C'est déjà de janvier 2015. Donc toutes les plaques de 2014 sont finies à ce niveau. Et la rangée ici commence par les plaques de 2015. C'est des milliers de plaques également qui sont là depuis 2015. Et les usagers ne sont pas venus chercher. Pour les personnes n'ayant pas retrouvé leur plaque, que faut-il penser? Le directeur général adjoint de l'ANAT revient sur une préoccupation des uns et des autres. Rodrigue Micho-Wanou nous explique ceci. Question d'organisation. Nous avons nos services compétents qui sont là pour recevoir les dossiers et par bordereau de transmission, ils transmettent ces dossiers à la cellule informatique. Il n'est pas exclu que certains usagers disent ce que vous venez de dire, qu'ils n'ont pas retrouvé leur dossier, il n'y a pas de traçabilité. Mais nous avons mis des ordinateurs, des dispositifs pour la consultation des anciens dossiers qui ont été déposés. Si le dossier est déposé effectivement dans nos murs et qu'il ne soit pas passé par des tierces personnes qui ne sont pas venus déposer leur dossier comme cela se doit, alors il ne peut observer ces cas-là dont vous êtes en train de souligner. Si le dossier est déposé normalement, il y a traçabilité et il n'y a pas de question qu'on ne les oriente pas. On les a toujours orientés. Tout dossier est déposé à l'Agence nationale de transport terrestre a de traçabilité. C'est pour vous dire que toutes les personnes qui avaient déjà déposé et qui n'ont pas vu leur plaque doivent nécessairement se rendre à l'ANAT pour vérifier si effectivement ce n'est pas une petite personne, ils sont allés déposer. Là, il faut voir si réellement la personne a déposé. Les réformes entamées dans le processus d'immatriculation des motos obligent de nos jours le vendeur à mener les démarches dans ce sens. C'est-à-dire que quand vous achetez la moto, automatiquement la maison qui vous vend la moto a déjà engagé la procédure pour que vous, usagers, vous ayez votre plaque. Et paye à votre place. Tout est déjà compris dans les frais. Monsieur Abel Bidel Adine nous explique encore mieux ce processus. C'est-à-dire l'usager paye la moto et depuis l'achat, il paye déjà la plaque. Ceux-là, lorsque nous faisons leur plaque, ils viennent chercher. Mais ceux qui ont déposé les anciennes plaques, nous ne savons pas. Est-ce que les motos sont toujours avec les usagers? Est-ce que ces motos ont été volées? Est-ce que les motos ont été vendues? Qu'est-ce qu'il en est réellement? Vraiment, nous-mêmes, on se pose la question. Donc, vraiment, si les motos sont encore là, nous prions que chaque propriétaire de plaque vienne chercher sa plaque. Quand vous allez directement dans une maison pour aller acheter votre moto, tout est déjà fait. Il suffit à vous maintenant de fournir votre pièce d'identité pour que la personne qui a vendu la moto achemine ce dossier au niveau de l'ANAT. Mais c'est ce qui vous incombe à vous, c'est de suivre l'état de votre dossier et d'aller récupérer dès que c'est prêt. C'est surtout ça. Maintenant, ça, pour les anciennes personnes qui avaient déjà leur moto et qui n'avaient pas fait cette procédure, il faut se rendre au niveau de l'ANAT avec une copie légalisée de sa pièce d'identité et les originaux du papier d'achat de la moto pour formuler votre demande. Ça rend la tâche plus facile, hein, n'est-ce pas? Oui. Parce que quand vous allez au niveau beaucoup de personnes ont déjà leur moto, avaient déjà leur moto avant que cette... On peut dire pour cette génération, pour ceux qui n'ont déjà pas de moto. Pour ceux qui n'ont pas encore de moto. Donc pour ceux qui n'ont pas de moto, dès que vous achetez en même temps, bon, vous Ouais, êtes garanti. c'est bien sûr, pour ceux c'est qui ça n'en qu'on avaient parlait. pas, il faut d'abord qu'ils se rendent à l'ANAT s'ils avaient réellement déjà entamé la procédure pour aller récupérer déjà, parce que le chef d'agence nationale de transport a expliqué qu'il y a des milliers de plaques qui sont là depuis 2014. 2014-2021, ça fait 7 ans. C'est quand même beaucoup. Et quand on perd sa carte grise, on fait comment? Quand vous perdez votre carte grise, vous devez aller faire d'abord la déclaration de perte, vous rendre au niveau de l'ANAT pour engager une procédure de duplicata de carte grise. Ok, là, c'est gratuit, c'est bien ça? Il y a des frais afférents. Toujours. Merci, Adonis. C'est moi. Alors, on va en plein dans pêle-mêle avec Herman Amengan. On va parler art, on va parler réseaux sociaux.
Hermon, bonjour. Allez, bonjour à tous, bonjour Mylène, bonjour Becca. Enfin, On te donne... Non, tu peux t'asseoir, je te donne le temps de t'installer confortablement. Je sais déjà que Rebecca est sur Snapchat. Elle fait des snaps très souvent. Il y a ce réseau social-là, mais moi, Rebecca n'est pas présente. Elle est quoi? Donc tu es sur Tinder. Tu es sur Tinder aussi? Non. En fait, je suis sur les réseaux sociaux connus. Ouais. Tinder aussi est connu. C'est bien connu, mais ça dépend. C'est vraiment restreint. Orienté, tu vois. C'est normal. Hermon, t'es bien installé là? Oui, ça va, ça peut aller, merci. La pleine forme, bonjour. Ça va tranquille, bonjour Adonis. Bonjour Hermon. Bonjour Becca. Je suis Bléminal, Mylène. Merci. Alors, il y a un musée d'art africain aux collections rares qui rouvre avec une nouvelle vision. Oui, le musée Théodore Monod de Dakar a rouvert ses portes la semaine dernière après avoir mis à profit 1 an de fermeture imposée par la Covid-19 pour présenter ses riches collections d'art africain sous un nouveau jour en phase avec l'époque et le lieu. Le musée, bâtiment de style dit néo-soudanais et colonial datant d'avant la Seconde Guerre mondiale et de la domination française, a fermé ses portes en mars 2020, en même temps que les autorités instauraient de rigoureuses restrictions contre la pandémie. Le mal relativement contenu au-delà des dégâts économiques qu'il a infligés au pays continue de regresser et l'heure est à la reprise des activités, y compris culturelles. Suivez ici El Hadji Malik Ndiaye, il est conservateur au musée Théodore Monod. À l'arrivée de la pandémie au Sénégal, pour protéger le public et protéger les employés, on avait décidé de fermer le musée. Aujourd'hui, on est à 1 an et 2 mois de fermeture. Les vaccins ont commencé à être appliqués à la population sénégalaise. Le taux d'infection a été grandement ralenti et les gestes et les réflexes ont été de plus en plus adoptés par les Sénégalais. C'est la raison pour laquelle on a décidé de rouvrir le musée. C'est une bouffée d'air parce qu'il y a plusieurs personnes qui dépendent de l'institution pour des contrats à durée déterminée par exemple, qui n'ont pas pu travailler depuis lors et qui vont reprendre du service. Pour les personnes qui étaient dans un chômage technique, plus ou moins qui se morfondaient dans une langueur chez eux et qui avaient hâte de retrouver l'institution muséale, c'est une aubaine. Le musée existe depuis longtemps. Symboliquement, il impacte dans la conscience populaire. Donc le revoir, rouvrir, cela veut dire que c'est bien parti pour la reprise. Si vous avez la possibilité d'aller au Sénégal, prenez part au musée Théodore Monod. Et puis vous allez découvrir quand même de riches collections, parce que ce n'est pas que l'art sénégalais. C'est un mélange des cultures du continent africain en général. Donc vous pouvez trouver des objets relevant du patrimoine béninois, relevant du patrimoine congolais, du patrimoine ivoirien. Donc bref, c'est un mélange de tout, un peu comme on est en train d'envisager le faire donc, avec le MIM, le Musée international de la mémoire et de l'esclavage, et qui sera basé à Ouida sur les cendres, on va dire, de l'ancien fort portugais ou français. Et pour le moment, si on n'a pas la possibilité de voyager, on peut toujours faire un tour sur le net. On aura de... Absolument, pour voir les objets qui sont en exposition dans ce musée et qui rappellent quand même l'Afrique dans toute sa splendeur, l'Afrique dans toute sa diversité culturelle également. Et on parle toujours art, cette fois-ci on parle du slam. Tu nous fais découvrir la slameuse du Sahel, Nourat. Nourat est une jeune artiste qui croit au pouvoir de ses mots pour aborder les tabous et les barrières auxquelles les femmes sont confrontées dans la société nigérienne. Sa parole dit tout, absolument tout. Regardez. Je crois au pouvoir des mots pour soigner nos maux. Je crois au pouvoir des mots pour transformer le monde. Je crois au pouvoir des mots pour promouvoir une paix durable. Je crois au pouvoir des mots pour vivre. Je suis Oumar Hegan-Waratou, appelez-moi Nourat, la Debo Slam. Je suis artiste slameuse, je suis nigérienne, j'ai 24 ans. Je suis membre d'un collectif qui s'appelle Art Pluriel. Je suis
très fan de la lecture. J'ai commencé à danser, après je me suis lancée dans le théâtre. Quand j'ai rencontré des slameurs, je me suis dit, waouh, et si je me lançais dans l'écriture? Plus jamais qu'on se taise, plus jamais. Plus jamais qu'on se baisse, plus jamais. Plus jamais qu'on ferme. C'est là que j'ai commencé mon tout premier texte, c'était en 2015. Et de là, c'est parti. Maintenant, je suis slameuse. Un mari dès le jeune âge et la grossesse qui s'en est suivie. C'était pas le rêve qu'on m'a vendu avant la cérémonie. Mais je reste parce qu'on m'a dit d'être très patiente. Des jours se succédèrent, mon ventre prenait forme. Ceci n'a pas arrêté mon conjoint. 1, 2, 3, 4, il posait des signatures nocturnes sur ma peau. Le début était très dur. Très dur parce qu'ils n'ont pas accepté sincèrement. Je me rappelle, ma maman me disait, une fille, sa place est dans un foyer, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais du slam? Ça n'a pas d'avenir, voilà. Je dis, ok, d'accord, j'accepte tout ce que tu dis, mais laisse-moi essayer. J'ai essayé et je suis là. Aujourd'hui, ils ont accepté mon art, c'est ma passion et je veux vraiment vivre ma passion. Ils l'ont compris et c'est parti. Silence dans nos écrits. Silence. Je viens de là où la F connaît déjà sa place, pas une place de choix, mais une place de loi. Je viens de là où je suis rabaissée, divisée, déscolarisée, excisée, mutilée, de force mariée, violée, enceintée quand ça va mal. Bien sûr, rejetée. Mais silence. Silence dans nos écrits. Quand j'écris, j'essaie de mettre un peu du malingre dans les écrits pour faire des écrits bilingues. Du pulaar, des fois du jarma, des fois du hausa. C'est des langues que beaucoup de Nigériens comprennent. Pour ne pas qu'on dise que je me suis révoltée. Alors dans mon coin, je me suis rangée, même si moi, je suis la mère de l'humanité. Qu'est-ce qui fait un bon slam? Les émotions que tu dégages, la qualité de l'écrit, les mots que tu utilises, tu dois pouvoir emporter le public avec toi. Dans la plupart de nos communautés, la femme n'a pas droit à la parole. Donc c'est pour nous une façon d'être la voix de nos frères. Elle, bien sûr, dénonce les mots qui minent notre société. Elle fait du slam engagé, comme on le dit. C'est une artiste engagée parce qu'elle utilise sa position, sa posture. Elle utilise l'art pour défendre une cause donnée. Et cette cause, c'est la situation de la gente féminine sous nos cieux, sous les tropiques. Cette femme qui n'est pas suffisamment, on va dire, respectée. C'est-à-dire, on est dans une société où la femme n'a pas toujours droit à la parole. Les droits de la femme ne sont pas suffisamment respectés et donc ou reconnus ou appliqués. Et donc, à travers ces mots, à travers ces textes, à travers ces vers, elle essaie quand même de combattre ce fléau, de combattre ce phénomène et de parvenir à l'autonomisation de la femme africaine et également à ce que sa posture dans la société puisse connaître un changement plus ou moins certain. C'est d'ailleurs ça, hein, le slam, on en apprend toujours, puisque ce sont des mots qui nous déchirent, qui nous parlent et qui nous informent, qui nous touchent la plupart du temps. Comme toute chanson d'ailleurs. Enfin, le slam, le rap. Oui, le slam, encore plus le slam qui est quand même un genre développé, on va dire, beaucoup plus à la fin, enfin on le situe plus à la fin, au milieu des années 90, développé, au départ c'était plus de la poésie, mais après la poésie rythmée par un peu de musique, de la guitare acoustique, on dira pas non, donc, et de plus en plus là se modernise et chaque peuple se l'approprie à sa façon. On a vu sous nos cieux, on a également notre, je ne vais pas parler de Noura, mais bon, on a peut-être notre slamiste également à nous. On a Kamal aussi. Ambouni Bill Kataria, qui a un travail formidable et qui a d'ailleurs publié un ouvrage, Harmonie. Voilà, qui est un peu comme, résonne un peu comme son prénom, Harmonie, et qui sort beaucoup de textes également, qui d'ailleurs initie les jeunes apprenants au slam. Donc il y en a beaucoup qui font... Rebecca, Harmonie, Nourat, tu les connais les deux? Nourat, oui. Non. Je viens de la découvrir. Adonis. Tu oublies le nom de... Ouais. Adonis? Il est Arafat, c'est bien ça? Non, Arafat. Je peux décaler? Quand ça bouge pas, quand ça fait pas assez de bruit, c'est pas. C'est pas. Il y en a qui sont certains rythmes qui sont tellement lents, calmes que je. Mais pas du slam. Non. Alors Herman, Snapchat atteint les 500 millions d'abonnés.
Ah oui, lentement mais sûrement, le réseau social Snapchat continue sa croissance. La plateforme très populaire chez les ados et jeunes adultes a vu le nombre d'utilisateurs quotidiens en Inde notamment bondir de 100% sur un an lors des 5 derniers trimestres, allez dire donc, soit depuis le début de la crise sanitaire, a précisé Evan Spiegel, le patron du groupe américain lors de sa conférence annuelle pour présenter ces nouveautés. Eh bien, environ 40% des usagers de Snapchat se trouvent désormais en dehors de l'Amérique du Nord et de l'Europe, mais ces régions restent cruciales pour l'application. L'audience de l'entreprise entrée en bourse en 2017 reste tout de même loin de celle du géant du secteur Facebook. Rebecca en parlait, dont quelques 3,45 millions d'habitants, enfin de personnes se servent au moins d'une de ces 4 plateformes, Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, tous les mois. Elle s'est aussi fait rattraper et distancer, hein, je parle de Snapchat, l'application qui s'est fait rattraper et distancer par la fulgurante TikTok et son fil de vidéos courtes et rythmées qui revendique pas moins de 690 millions d'utilisateurs mensuels dans le monde. Mais le réseau social qui a inventé les stories éphémères, Snapchat bien sûr, ensuite copié par plusieurs de ses concurrents, continue de tracer sa route en se concentrant principalement sur sa marque de fabrique, la réalité augmentée. Evan Spiegel a dévoilé par ailleurs de nouvelles lunettes connectées qui doivent permettre d'utiliser certains outils de l'application et de créer des univers et animations virtuelles en les visionnant directement sur le monde réel sans passer par un smartphone. Et c'est bien sûr ça, Snapchat, les filtres. Généralement, quand moi je me connecte, je n'utilise que des filtres. Et je sais qu'il y a plusieurs dans mon cas. Rebecca? Oui, je suis dans ton cas. Oui. Et c'est ça qui a créé une nouvelle... et cela crée d'ailleurs une nouvelle infraction, l'anarque des réseaux sociaux. Photo retouchée. Non, mais il n'y a pas que ça. Il y avait Photoshop bien avant ça. Enfin, quand je parle de l'arnaque des réseaux sociaux, c'est-à-dire, tu vois, la bonne dame ou la très belle demoiselle qui, voilà, lorsque tu te rends compte de la personne physique et de la personne numérique, tu te rends compte que le fossé, il est vraiment grand. Mais ça se fait également pour les Parce hommes. que les photos passent dans les filtres. On filtre les photos. Quand on filtre, c'est pourquoi? C'est pour toujours sortir du bon, forcément. Oui. Pourquoi pas. Donc on accepte. Après aussi, mais Snapchat se concentre plus sur la réalité augmentée. Vous avez certainement vu ces vidéos qui ont fait, on va dire quoi, le buzz ces derniers jours, où des enfants, des petits-enfants avec des adultes faisant une vidéo avec la réalité augmentée, a fait flipper ces jeunes enfants parce que soit il y a une tête de mouton qui apparaît subitement dans le téléphone, soit il y a une tête d'alligator ou de je ne sais autre et qui fait détailler les enfants. On a vu même pour les grands-mères, tu essayes de faire un selfie avec ta grand-mère et c'est un chien qui apparaît sur son visage et là elle panique. Elle comprend plus rien. Elle comprend vraiment pas. Ce sont les choses de notre génération, bien sûr. On va dire les choses du présent. Ouais. Edmond, merci. Tout le plaisir. Alors, nous entrons en plein dans la saison des fruits sur le rendez-vous de midi. Nous vous proposons la culture de quelques fruits indispensables pour une bonne santé. Aujourd'hui, on fait pousser un cocotier. Juste un, pas plusieurs. Assel, bonjour. Oui, Mylène, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Herman, Adonis et puis la belle Rebecca. Bonjour. Ça ne change rien. On va le punir. Hein. Il s'est fait vraiment désirer ce midi. Herman Assel, il a droit à une belle et grosse. Ah ouais, fesse. Ben, je la qualifie tout simplement parce que. Non, on ne parlait pas de ça. On t'attendait depuis. Ben ouais, j'étais sur d'autres fronts. Il va passer sous la bras. On va régler son cas sous la bras. Ah ouais, alors ça se cultive comment un cocotier? Généralement, on prend juste les fruits. On n'a jamais essayé de l'avoir sur notre parcelle ou... Non, je ne dirais pas un jardin aujourd'hui. Notre parcelle ou devant notre maison. Il y a des cocotiers qui ne grandissent pas. Oui. Il y a des cocotiers qui ne grandissent pas. Il y a des cocotiers qui n'atteignent qu'à environ 1 mètre, 1,5 mètre du sol. Et donc ça, c'est le taille maximale. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Vous n'êtes pas sans savoir que
Le gouvernement va entamer très prochainement une opération de plantation de plusieurs cocotiers sur la bande côtière allant du derrière de l'aéroport international Cardinal Bernardin-Ganty jusqu'à Adonko. Et donc justement parmi les plants qui seront mis en terre, il y a des cocotiers qui seront d'une taille assez remarquable, mais il y en aura d'autres également de taille moyenne, qui seront de taille moyenne. Donc c'est pour vous dire que vous pouvez planter bien évidemment un cocotier dans votre jardin. Quand tu as un grand jardin, bien sûr, quand tu as un tout petit jardin. Oui, mais je disais, on l'a jamais essayé. Oui, Mylène a un petit jardin en attendant. Elles sont contentes. On ne va pas trop épiloguer sur la question, on va plutôt suivre ce téléphone et revenir en plateau. Il y a deux manières pour pouvoir faire la pépinière du cocotier. La première manière est relative à l'utilisation d'une machette pour accélérer le temps de germination. Alors, comment on arrive à accélérer le temps de germination du cocotier en utilisant la machette à la maison? D'abord, quel type de semence il faut utiliser? C'est important. Ce n'est pas n'importe quel coco on utilise. On utilise une semence certifiée. Et les semences certifiées, vous pouvez trouver ça sur les distributeurs agréés, ok? Ou dans les entreprises spécialisées en la matière. Vous achetez la semence, vous ramenez ça à la maison. Vous voyez ici, là, c'est à partir d'ici que le cocotier commence par émerger. C'est à partir d'ici que le cocotier va commencer par bourgeonner. Je vais venir avec ma machette, couper cette partie-là et l'enlever pour lui montrer une porte de sortie très facile. Donc, là, ça va consister à fendre légèrement le fruit comme ça et à décaler cette partie-là et à plonger le cocotier dans la terre comme ça pour accélérer sa croissance. D'accord? On fait comme ça. Ce cocotier il est déjà très mature. L'objectif ici, l'objectif visé, c'est de permettre à notre bourgeon de sortir plus tôt par ici, comme ça, que de sortir directement comme ça. Parce que quand ça sortit comme ça prend plus de temps, d'accord? Et là, on n'a pas le temps. Donc, la prochaine étape, ça va consister à prendre ma roue, à creuser légèrement, à déposer notre noix de coco et à la protéger, à la fixer. Je fais comme ça, je laisse cette partie-là ouverte, j'apporte de l'eau, matin et soir, apportez de l'eau, donnez s'il vous plaît. On va apporter de l'eau matin et soir et lorsque c'est fait dans de bonnes conditions, à partir d'un mois, vous devez commencer par avoir les bourgeons. Maximum un mois, vous devez commencer par avoir les bourgeons et après vous laissez la pépinière pendant 3 mois pour avoir des plants matures comme ça pour aller au champ, aller les planter. Donc après 3 mois, 4 mois maximum, vous avez des plants comme ça qui sont prêts, des cocos prêts pour aller au champ pour la plantation. Maintenant, la deuxième méthode, qui est la méthode la plus facile que tous les Béninois peuvent employer, elle est relative à la plantation, à la pré-plantation du cocotier, ou bien à la pré-germination des noix de coco. Alors ça consiste à faire quoi? Dans ce cas-là, je prends le coco, la semence de coco comme ça, la semence certifiée, je la prends. Je prends ma roue comme ça, je creuse un trou plus profond, d'accord? Je fais un trou plus profond, je le dépose dedans, je ferme et je lève la terre. Je laisse seulement là où je privilégie, cette partie-là. C'est à partir d'ici que le bourgeon va sortir. Comme dans ce cas, vous avez vu que ça a déjà commencé à pousser. Et ça a commencé par mettre des racines comme ça. C'est très facile. C'est la manière archaïque, la manière des amateurs, les gens qui ne s'y connaissent pas. Donc cette manière, vous pouvez l'appliquer partout, n'importe où vous êtes dans le monde entier. C'est très facile à faire. Donc je laisse comme ça, j'arrose pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Lui, ce côté négatif, c'est quoi? Ça prend beaucoup plus de temps avant de germer. Dans le cas où ce cocotier, ce coco-là, cette noix-là, va germer entre maximum 1 et 4 mois pour aller au champ, lui va prendre entre 4 et 8 mois pour aller au champ. Vous avez compris? Donc, du point de vue temps, on gagne rapidement du temps. Les cocos, pour avoir les cocos, dans le cas de cette variété, c'est une variété hybride, c'est 3 ans. Après 3 ans, vous allez avoir les cocos sur les cocotiers qui ont déjà le lait de coco, ou bien voilà, et qu'on peut boire facilement, ou bien manger l'amande du coco.
Au niveau des cocotiers, on a des cas d'attaque pendant la pépinière. Il y a des cas où le germe sort et après quelques 2 jours, ça meurt. Ça, c'est des maladies fongiques. Et pour connaître les maladies fongiques, il faut être expert en la matière. Donc pour prévenir ça, la terre dans laquelle vous avez fait la pépinière, il faut pré-traiter la terre là avec une solution fongicide. Et sur ce direct, je ne vais pas parler de solutions fongicides chimiques de synthèse, mais je vais plutôt parler de solutions fongicides naturelles, comme les tourteaux de Nîmes qu'on peut utiliser, comme la fiente de volaille mélangée avec la cendre de bois. La cendre de bois. D'accord, on mélange, on pulvérise sur la planche avant de lancer la pépinière. Vous avez compris? Maintenant, cette étape, d'accord? Cette étape, c'est 2 à 3 mois après. Et après 6 à 8 mois, dans les cas de pépinière très lente, on a ce cocotier. Donc c'est ce plan-là qui est le plan de coco qu'on va aller planter peut-être à la plage, peut-être dans notre maison, peut-être devant notre garage, peut-être dans un jardin public ou privé, peut-être au champ pour aller faire du business avec. Le coco se laisse cultiver très facilement parce que il y a plusieurs techniques. Il a expliqué dans l'élément, il a expliqué la méthode la plus facile. Vous achetez la semence auprès des distributeurs agréés et vous creusez votre trou légèrement. Vous n'avez pas besoin forcément de le couper comme il a fait dans l'élément parce qu'il y a 2 méthodes. Et la méthode la plus simple pour les amateurs, ceux qui ne sont pas professionnels, c'est celle où la semence est directement mise sous la terre dans le sol. Et vous ne couvrez pas totalement, entièrement. Vous mettez juste autour, vous laissez pour que le bougeon puisse sortir. Donc, et l'autre méthode, il faut la semence couper le bout du coco, histoire de permettre la bonne germination, pour que déjà en 1 mois, vous ayez le bougeon, le plant, le germe et tout ça. Donc c'est très très facile, même avec votre pot, un tout petit pot à la maison, vous pouvez planter le coco, enfin le cocotier. Oui. On plante dans un pot à la maison et ça te donne des cocos. Oui, enfin 1 mois après. Tu dois enlever et puis tu ramènes à la terre. Un espace un peu plus grand pour que ça puisse... Parce que j'ai eu peur. Hein. Je me suis dit, vu que j'aime tout essayer, je vais l'essayer à la maison. Le coco, ça met du temps avant de donner des fruits. Enfin, le cocotier, pardon, ça met du temps avant de donner des fruits. 3, 4, 7 ans avant que vous ayez ce bénéfice-là. Alors que... Elle ne peut pas attendre. Elle a passé le doctorat d'abord. Non, il existe bien des variétés de coco, hein. Enfin, de cocotiers. Il y a les grands cocotiers, les nains, et il y a d'autres variétés que moi-même, je n'ai pas eu le temps de chercher où... Ce qu'on cultive généralement ici au Bénin, c'est les cocotiers grands et les nains. Il y en a qui sont légèrement tordus, qui se penchent complètement. C'est une variété aussi? Non, ça dépend de comment vous l'avez planté. Okay. Parce que c'est la forme que vous donnez à votre cocotier, à votre arbre. Oui, à tout arbre d'ailleurs. Voilà, c'est justement cette forme-là que ça prend. Si vous la mettiez sous terre, tordu, le cours tordu, ça va rester tordu. Mais c'est quand même beau, c'est artistique quand on le voit au bord de la plage ou n'importe où. Ouais, même en allant à très beau, même chez vous à la maison, simplement. Ça rend, en période de fête, vous pouvez mettre des guirlandes autour. C'est décoratif, c'est attractif. Et puis, on a oublié, Herman, il est de Grand Popo et le dimanche passé, c'était Novicha. C'est bien ça? Oui, c'était Novicha. Tu as tout collé? Tu en as profité pour prendre de l'eau de coco? Pourquoi pas? Est-ce que tu étais là-bas? Non, malheureusement, je n'y étais pas. Je n'ai pas pu déplacer, pas pu me rendre sur place. Vous savez, le dimanche, c'était couplé avec un autre grand événement dans la vie de notre nation. Donc, il fallait répondre aux exigences professionnelles. On l'a fait avec plaisir, même si on a été de cœur avec la communauté qui s'est massivement déplacée. Novicha qui, aujourd'hui, va bien au-delà de la communauté ou des communautés Playa Huida. Je crois que c'est devenu une fête identitaire des Béninois parce que j'ai vu quand même... Quand je dis des Béninois, c'est qu'il y a d'autres ramifications, d'autres personnes qui se sont senties concernées et donc de façon spontanée ont acheté le tissu, se sont rendus sur place. C'est d'ailleurs ça la plupart du temps. Se sont rendus sur place et ont communié avec nos frères Playa Huida. Et je ne sais pas si vous avez vu ce test fier d'être
Fier d'être Ouida où Ouida. Pla est en train de faire autostop. Non. Au bord de la voie avec sa serviette trempée de sueur et en train de faire autostop. Non, mais franchement, ça, c'est. Non, mais il faut dire qu'à ces occasions, on trouve généralement pas de taxi pour vite rentrer. Hein. Surtout mais quand on vous trouve y souvent allez pas. quelqu'un pour nous ramener. Oui, il y a de cette Lorsque solidarité. vous n'y allez pas avec votre véhicule ou. Enfin, Votre moyen de ensemble, déplacement. Votre moyen de déplacement, un véhicule ou tout autre moyen de déplacement, c'est souvent compliqué de trouver le taxi pour rentrer. Les gens vont jusqu'à faire une semaine avant de rentrer chez eux. Et c'était juste une parenthèse de quoi savoir si Herman aime l'eau de coco, le jus de coco, le lait de coco. Bien sûr. Qu'est-ce que Herman n'aime pas? Non, il y a je prends tout et j'aime telle chose. Il y a une différence. Maintenant, tu prends tout, tu aimes tout. Évidemment. Attention, C'est dans le panier général, c'est ça. Donc ton cœur, il est tout ouvert. Divisé en plusieurs, donc tu peux avoir plusieurs personnes. Je suis tout ouvert. Il en Je suis tout ouvert. Alors, c'est l'eau de coco, le lait de coco, ça a les mêmes vertus quand tu prends l'eau et quand tu prends le fruit même. Il faut dire en général, de façon générale que le coco est riche en fer, en magnésium, en potassium, et ça lutte également, ça prévient contre la constipation. Vous-même, quand vous avez des difficultés à aller à la selle ou à uriner, quand vous prenez l'eau de coco, honnêtement, vous allez vous uriner beaucoup. Ouais, bon, c'est de l'eau aussi. Hein. Paraîtrait-il que quand tu y ajoutes un peu de citron, ça change complètement la tout saveur et que aussi, ça change aussi ça de vertu. Du citron, oui. À l'eau de coco. À l'eau de coco. On ajoute aussi du lait, non? Seigneur, c'est Bon. trop de Oui, il y vitamines. en a qui ajoutent du lait. Vous n'avez jamais... Bien sûr, il y en a qui essayé. ajoutent du lait crémé ou des miels crémés si vous voulez. Voilà. Vous prenez l'amande également, l'amande de coco. Oui. C'est aussi... ça reste quand même c'est très répandu. Même si scientifiquement, personne n'a jamais réussi à nous démontrer, ça reste une idée très répandue. Enfin, beaucoup de personnes s'y adonnent, beaucoup de personnes consomment. Maintenant, ce n'est pas une prescription médicale. Aucun médecin ne vous dira de toute façon, va prendre de l'eau de coco et du citron. Ça guérit le paludisme. Ouais, c'est une idée très répandue, mais aucun médecin n'a jamais... C'est une recette peut-être de grand-mère. Et voilà, c'est très répandu, donc on ne peut pas s'empêcher d'en parler sur le plateau. Adonis, on sait que tu es de là-bas, mais est-ce que le jus de coco, tu en prends? Tu en prends? J'en prends assez. D'où ils viennent, ils ne connaissent pas les cocos. Non, pas du tout. Non, j'en prends assez, surtout qu'il y a différents types de coco. Il y a ceux qui sont tellement arrivés à maturité, les autres qui sont encore en train de maturité. De telle façon, il y en a quand vous prenez, il n'y avait que l'eau dedans. L'autre, vous allez voir un peu de chair dedans, qui est devenu maintenant le coco même. Quand vous voyez un peu, et la qualité de l'eau et le goût de l'eau diffèrent en fonction de ces types-là. Et d'où il vient, tu vois, d'où il vient, c'est pas l'arachide qui prend l'équité, non? Oui, de l'arachide. On fait du cuicui là-bas. Et devoir de maison, la plante qui produit l'arachide, comment elle l'appelle? Comment elle l'appelle? Dites pas arachidier. On a le spécialiste juste là. Ça veut dire qu'il va relever la main. Je vous reviens la prochaine fois. Mais ce n'est pas l'arachide. Comme l'a dit quelqu'un, on lui demande... Non, la plante, l'arbre qui produit la date. Il dit le calendrier. C'est vrai en plus. Ah, c'est bien trouvé ça. Et puis le coco, on récupère tout, on ne jette absolument rien. On a du lait de coco, on a de l'huile de coco, on a de l'eau de coco. Et même la peau, je ne connais pas le vrai Les nom. branches, ça sert à faire les paillotes. Exactement. Et on l'utilise également pour brûler des poissons. Nos poissons fumés, nos bonnes dames l'utilisent encore très, que ça, très c'est souvent. une technique controversée parce qu'il y a les POPs, ce qu'on appelle les POPs, les polluants organiques persistants, et qui, voilà, aujourd'hui, les gens sont en train de lutter contre depuis la Convention de Stockholm, enfin, qui est entrée en vigueur en 2004. Ils luttent contre cette façon de procéder parce que généralement, vous allez vous rendre compte que ces dames qui utilisent ces méthodes archaïques, à un moment donné, elles ont des problèmes de vision, des problèmes de peau, des problèmes d'hématologie. C'est en raison de ces POPs-là. Toujours est-il que c'est dans notre sociologie, en fait, c'est vraiment très répandu. Dans notre mentalité, c'est dans notre culture. D'ailleurs, l'huile de coco, c'est très bon pour la santé et pour les cheveux également. Toujours, et pour le visage aussi, l'esthétique, la beauté, on l'utilise. Et ça marche. Oui.
J'aime, moi, mes sœurs qui le font, qui utilisent généralement. J'aime, ma maman, très souvent, quand elle veut faire les mets, c'est toujours l'huile de coco. Il y en a qui ne supportent pas du tout l'odeur, le parfum de l'huile de coco. C'est vrai que l'arôme est vraiment très prononcé. Voilà. Et lorsque vous y mettez, lorsque c'est dans un repas, ça se sent en fait. Et au bout d'un moment, ça vous repousse parce que lorsqu'il y a une arôme ça ne repousse pas tout le monde, ça rend évidemment. appétissant. C'est un peu comme l'huile de chez nous, bien sûr. Moi, on est deux que j'aime pas. L'odeur, je ne kiffe pas trop. C'est un peu trop prononcé. Quand c'est trop prononcé aussi, ça donne des... Mais chez d'autres, c'est carrément... C'est quoi d'autre? Non, c'est tout ce qu'on peut savoir, sur le coco ou même le cocotier. Alors, messieurs, dames, j'espère que vous vous préparez pour le 30 prochain. Oui, 30. Vous savez ce qu'il y a... Non. Qui te connaît? Le 30, c'est l'anniversaire de Rebecca. Voilà. Et c'est également la fête des mères. Ça, c'est plus intéressant d'ailleurs. C'est pas pour rien. La plupart des fêtes maintenant sont en duo. Ils sont en duo. Oui, cette année surtout. Il va falloir qu'on témoigne notre affection à notre génitrice. Voilà. Et celle qu'on reçoit aujourd'hui a su comment le faire. Elle a su comment témoigner son affection à nos bonnes dames d'Antokpa aux commerçantes. On la reçoit. Vous avez prévu quoi pour la fête des mères? Herman, Assel, Rebecca? La fête des mères, il y a ce concert-là. Moi, j'y vais accompagner de ma mère. Tu es sûr que tu n'as pas improvisé? Non, pas du tout. Il est devant la caméra. Axel, pardon. On est entre nous. Non, mais Axel oublie que le joueur parlait de ce concert. J'étais là. Axel, c'est pas ce que tu as dit. Non, on va en parler en coulisses. Rebecca, tu as prévu quoi? Tu as deux fêtes, tu as deux choses à célébrer le même jour. C'est une surprise. Pour qui? Pour nous, pour maman. Pour maman. Et pour ta fête, ce serait en direct comme l'année passée. Est-ce qu'on est invité? Non? Oui? Vous êtes invité à suivre le direct. Alors, bonjour. Maïssa, vous allez bien? Oui, ça va. Alors, vous avez pensé à nos mères? Exactement. Quoi de spécial, cette fête, cette manière de célébrer nos mères, d'aller vers les bonnes dames du marché d'Antokpa, les commerçantes en général, parce que vous ne vous êtes pas uniquement arrêté aux bonnes dames d'Antokpa, vous avez fait le tout, le concept, l'idée vous vient d'où? Vous vient de quoi? En réalité, le Festival de la Maman Spéciale a pour but de valoriser les mamans commerçantes, artisanes, entreprenantes et ménagères. Cependant, on aime toutes les mamans. Oui. Il faut dire qu'on les aime, elles toutes. Mais on a voulu travailler avec ces mamans-là qui n'ont pas la chance d'être comme ces mamans professionnelles ou ces mamans fonctionnaires. Et parce qu'on les aime, parce que cet amour est indéniable, incontestable, éternel, on a voulu les rendre heureuses et les rendre plus belles en initiant ce festival de la Maman Spéciale. Et ça se présente comment? Déjà, il y a eu plusieurs phases avant le jour même. Oui. Il y a eu des présélections. Oui, exactement. On a eu à sélectionner ou on a eu à... en général, elles étaient près d'une centaine à s'inscrire. On a eu près d'une centaine de mamans, des mamans qui ont appelé et qui se sont inscrites, des mamans qu'on est allé retrouver au marché d'Antokpa, au marché Saint-Michel, au marché Bégamé, un peu partout dans les marchés à Cotonou. Et le festival s'étale sur 8 jours. On a eu à présélectionner les mamans ce 8 mai passé, ce 8 et 15 mai passé. Et ce 22 mai passé, vous vous êtes retrouvés à table? Oui, avec les mamans. Elles sont venues, on a dîné avec les mamans. C'était parfaitement bien. C'était ça trop devrait bien. être nouveau parce que nos bonnes dames, généralement, elles s'oublient. Elles ne pensent qu'à leurs enfants et également à leur commerce. Exactement. Elles ont témoigné. Beaucoup d'entre elles ont dit, voilà, je n'ai jamais eu la chance, en fait, de me retrouver dans un restaurant pareil. C'est très beau,
etc., etc. Donc, on était en fait au Chill and Grill, au restaurant de Monsieur Le Riche, qui a bien voulu recevoir les mamans. Et au départ, elles étaient combien Elles étaient près d'une centaine. Et c'était quoi les critères? Les critères, c'est être maman, avoir 35 ans au moins et 60 ans au plus. Donc, il faut dire que après 60 ans, c'est mémé. Même bien avant 60 ans, c'est mémé parfois. Oui, mais... À 35 ans, même, ils sont mémés, elles sont mémées. À 60 ans, vous avez des dames qui, franchement, mémé jeune en fait. Mémé exactement. À 30 ans, il faut dire qu'à 30 ans, elles sont très jeunes. Les lieux? Parce qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs jours déjà. Oui, donc je disais que ce samedi passé, on était allé manger avec les mamans. Maintenant, les phases de répétition démarrent en réalité le 29 mai et le 5 juin. Donc après ces 2 phases de répétition, le 11, on va voyager avec les mamans, on ira à Ouida. Le festival commence le 11. Le festival, proprement dit, commence le 11 juin. Donc, on ira à Ouida avec les mamans, on fera des séances de bien-être sur la route. Ensuite, on ira visiter le temple de Python. Et il y a plein d'activités. Oui, il y a plein d'activités. Maintenant, la soirée celle sélective, qui coiffe tout ce que vous avez eu à faire, l'événement même. L'événement même est prévu pour le 12 juin prochain. À l'hôtel Casa Cielo. Mais pour assister, il faudrait réserver d'avance. Il n'y a pas de passe pendant ce jour-là. Et il faut payer, bien sûr. Oui, il faut payer 10 000 francs réservés. Et vous avez droit à quoi quand vous venez? Quand vous venez, vous suivez le spectacle parce que les mamans seront réellement en compétition le 12 juin. Et vous avez nos cartes là déjà? On fait combien? On fait 5, hein? 5. Vous avez les cartes, bien sûr. Oui, bien sûr. Et quels sont les lots à gagner? On aura droit à quoi? Donc, pour les lots, il y aura des enveloppes qui s'estiment, les enveloppes de 200 à 50 000. On primera 3 mamans. Dire qu'on va primer toutes les mamans finalistes. De l'autre consolation. Oui, exactement. Elles repartiront toutes avec des pagnes, des ustensiles de cuisine, des bons de soins de corps, etc. De toutes les façons, tout ce qu'on recevra des partenaires. Donc, il y aura la première maman spéciale, la deuxième maman spéciale et la troisième maman spéciale. Et ces 3 mamans repartiront avec des trophées, des enveloppes. Non, mais je crois que c'est assez intéressant parce que généralement ce sont ces femmes-là qui de façon voilée contribuent quand même à l'économie nationale parce que lorsque vous prenez le choc de notre économie, il y a ces femmes de marché qui prennent une part active dans le secteur, même si beaucoup sont dans l'informel, d'une façon ou d'une autre quand même elles contribuent à l'économie nationale et ce sont les mêmes qui sont très vite oubliées. Lorsque vous prenez les statistiques de ces femmes-là qui vont dans les restaurants, qui vont dans les salons d'esthétique, qui vont dans les salons de thé, qui vont dans ces endroits supposés pour bourgeois, il y a très peu de ces femmes-là qui vont dans ces endroits. Et on a tout fait d'assimiler les femmes des marchés, les femmes qui sont en général dans le commerce, on a tout fait de les assimiler à des gens de seconde zone. Elles ne sont pas forcément considérées à leur juste valeur en fonction de leur productivité, de ce qu'elles apportent à l'économie. On a tout fait de les reléguer. Et donc, de ce fait, de façon tacite, elles-mêmes, elles ont accepté ce sort qui leur a été imposé par la société, ce qui fait qu'il y a un fossé entre ces femmes dites commerçantes et ces femmes-là dites fonctionnaires. Et il y a un événement qui rassemble ces femmes-là. Je crois que c'est assez intéressant. Le temps d'un festival, le temps d'une cérémonie, le temps d'une manifestation, elles vont se lâcher, elles vont faire de nouvelles choses, elles vont découvrir de nouveaux horizons, elles vont sortir de leur bulle quotidienne, elles vont sortir de leur bulle quotidienne qui est fait d'un triptyque ou de ce que vous savez, maison, manger, marcher. Voilà, elles vont sortir de cet environnement. Elles vont se faire du bien. Elles vont se faire simplement du bien et je crois que cela va leur apporter un bien fou. Alors, un dernier mot, nous inviter à la soirée, c'est bien ça. C'est le plus important actuellement. Bien sûr. D'abord, j'aimerais remercier le bon Dieu qui n'hésite pas à mettre sur mon chemin des personnes assez aimables, assez compréhensives, des personnes qui n'hésitent pas
à soutenir le projet, à soutenir surtout le Festival de la Maman Spéciale parce qu'ils reconnaissent avec moi que nos mamans sont le socle. Elles sont tout pour nous, donc il faudrait les aimer davantage, fêter avec elles, communier avec ces mamans-là et tout. Et ensuite remercier voilà, les partenaires. Merci à vous, merci à toutes les personnes qui accompagnent l'événement. À l'ONTV également, merci à vous. On reçoit. Merci à ma mère qui ne cesse pas de me soutenir jour et nuit. Et celle pour qui je me lève chaque jour et je me bats. Celle pour qui le Festival de la Maman Spéciale a été initié. D'accord. Franchement, c'est parce que c'est grâce à elle si on a voulu accompagner toutes ces dames-là, c'est surtout grâce à ma maman. Merci à maman. On lui fait un coucou. Et pour finir, remercier toutes les mamans qui se sont inscrites. Elles ont cru en nous, elles ont voulu partager ce moment de bonheur avec nous. Merci à toutes ces mamans-là. Et voilà, je vous invite massivement à venir soutenir ces mamans-là ce 12 juin prochain à l'hôtel Casa Cielo à 15h. Parce que après tout, c'est les mamans. Hein. On va pas... Elles doivent rentrer tôt. Non. 15h. Et on commence à 15h30, 16h maxi. Parce que ce sont des mamans, elles doivent rentrer tôt. Et vous l'avez dit, on viendra à 15h30. Non, mais 15h. Il faut être là à 15h. Pour qu'on puisse vite commencer, pour qu'on puisse vite finir. On ne peut pas mettre l'événement à 20h pour finir à 23h, minuit, c'est pas bien. Non, ça va être trop. Les papas viendront. Non, il n'y aura pas. Festival Papa Spécial. Il y aura d'abord la deuxième édition du festival Mère Spéciale, Maman Spéciale. Oui, effectivement. On espère que tout se passe correctement bien, comme prévu et... Tous les papas vont venir après. Tous les papas. On vous invite tous, Rebecca, Assel, Hermande, Megan. Oui, avec plaisir. Venez si possible avec vos mamans, vos mères, oui, bien sûr. Vos numéros, vous en avez plusieurs, WhatsApp et appel direct. Oui, je vais donner le numéro de l'entreprise. Merci encore. C'est le 66 26 02 26. Pour réserver, pour soutenir l'événement. On viendra massivement. Oui. Rebecca, merci. Tout le plaisir. Assel, merci. Merci Mylène. Hermande, Rodrigue, Amégan, merci. Merci à Adonis, merci à vous pour l'attention. Merci à vous d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain. Ciao, ciao.